On s'imagine souvent que l'histoire, avec un grand H, bascule dans le bruit et la fureur. Mais en réalité, parfois, tout commence par un simple refus. Un non, juste un mot, prononcé par une seule personne. Un geste qui a l'air tout personnel, mais qui en fait va résonner pendant des décennies, et oui, carrément changer le monde. Prenons l'exemple de Rosa Parks. Ce qu'elle dit là, j'en avais juste marre de courber les chines, c'est tellement parlant. Au départ, son geste, ce n'est pas une stratégie politique complexe, non. C'est juste l'expression d'une fatigue immense. La fatigue de l'injustice de tous les jours. La fatigue de devoir baisser la tête. Encore et encore. Et cette phrase, elle rend son acte historique incroyablement humain. Alors la question qu'on se pose, c'est justement ça. Comment est-ce qu'un simple non, un ras-le-bol personnel face à l'humiliation, peut devenir l'étincelle qui met le feu aux poudres et qui secoue toute une nation? Pour le comprendre, on va plonger ensemble dans ce qu'on appelle l'art et la théorie de la désobéissance civile. Allez, c'est parti. Il faut bien comprendre un truc. Tout commence souvent par un geste qui, si on le regarde de près, a l'air de rien. Presque anodin. Mais, voilà le mais. Quand ce geste a lieu dans un contexte d'injustice flagrante, il se transforme en un symbole d'une puissance incroyable. Regardez ces deux scènes. D'un côté, 1930, Gandhi. Il se baise, il ramasse une poignée de sel. Un geste tout simple, mais complètement illégal. Il défie de front le monopole économique de l'Empire britannique. Et puis de l'autre, 25 ans plus tard, Rosa Parks. Elle ne fait rien. Justement, elle reste assise. Un geste d'une simplicité désarmante qui s'attaque directement à la ségrégation raciale. On a donc deux époques, deux contextes totalement différents, mais la logique au fond c'est la même. Un acte de défi, public et hautement symbolique. Bon, ces histoires sont fortes, mais il faut aller plus loin. Parce que ces gestes, ce ne sont pas juste des coups de tête, des actes spontanés. Non. Derrière, il y a une vraie stratégie politique, avec ses règles, ses justifications. C'est tout ça, la désobéissance civile. Alors, c'est quoi exactement la désobéissance civile? La définition, elle est en fait très précise. Ce n'est pas juste enfreindre à la loi. C'est beaucoup plus que ça. C'est le faire publiquement, de manière non violente et en pleine conscience. Le but, ce n'est pas un gain personnel, non. Le but, c'est de faire changer une loi qu'on juge injuste. Et pour ça, on fait appel à des principes plus élevés, comme la justice ou les droits fondamentaux. Si on résume ces 6 points, on arrive à une idée centrale. Vraiment, c'est un acte qui est à la fois politique, public et non violent. Ce n'est donc pas un crime qu'on fait en cachette pour s'enrichir, et ce n'est pas non plus juste une conviction morale qu'on garde pour soi, pas du tout. L'objectif, c'est de changer les règles du jeu pour tout le monde, au nom d'une idée de justice qui nous concerne tous. Et attention, c'est super important de bien faire la différence avec d'autres concepts. La désobéissance civile, ce n'est pas de l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est un refus personnel, moral, de suivre une loi, mais sans forcément vouloir la changer pour les autres. Et ce n'est surtout pas une insurrection ou une révolte. Là, le but, c'est de tout renverser, souvent par la violence. La désobéissance civile, elle s'attaque à une loi précise, mais à l'intérieur du système. Ok, maintenant qu'on a les bases théoriques, revenons à notre premier exemple, Gandhi. Et on va voir comment cette grille de lecture s'applique parfaitement. Franchement, sa marche du sel, c'est un cas d'école, une vraie masterclass. Gandhi, lui, il a carrément développé toute une philosophie autour de ça, le satyagraha. Littéralement, ça veut dire la force de la vérité. L'idée, c'est assez fou, ce n'est pas de battre l'adversaire, de l'humilier. Non, c'est de le sevrer de son erreur, de le convertir en quelque sorte. Comment? Par la non-violence et en acceptant de souffrir soi-même. C'est une approche qui est à la fois spirituelle et en même temps hyper stratégique. Et cette philosophie, elle ne reste pas dans les livres, elle va s'incarner dans une action spectaculaire. Imaginez la scène. Pendant 25 jours, Gandhi et ses partisans marchent sur près de 400 km. Et le cortège, il grandit de jour en jour, avec les médias du monde entier qui suivent l'événement. L'acte final, ramasser une poignée de sel, est symbolique. Mais c'est le point d'orgue d'une mise en scène parfaite pour montrer à la face du monde l'injustice de la loi britannique. Et l'impact? Regardez ce chiffre, 60 000. Suite à ce simple geste, 60 000 Indiens sont jetés en prison. Ce chiffre, il est énorme et il montre bien comment un seul acte symbolique peut déclencher un mouvement de masse et forcer un système répressif à se dévoiler, à montrer sa brutalité. Allez, on passe à notre deuxième cas, celui de Rosa Parks, pour voir comment tout ça s'emboîte. Son acte est différent dans la forme, c'est certain, mais il répond exactement à la même logique. Et surtout, il arrive à un moment qui est stratégiquement parfait pour le mouvement des droits civiques.
Alors, il y a un truc à savoir, un peu les coulisses de l'histoire. Les militants des droits civiques, en fait, ils attendaient le bon dossier, le cas parfait pour lancer une grande offensive juridique. Il y avait eu un cas juste avant, avec une adolescente, Claudette Colvin, mais ça n'avait pas été jugé assez solide. Mais Rosa Parks, avec sa réputation irréprochable, elle, c'était le cas idéal. L'étincelle qu'ils attendaient tous pour porter le combat sur la place publique et devant les tribunaux. Et la stratégie qui va suivre, elle est juste redoutable. Pourquoi s'attaquer au bus? Pourquoi un boycott? Eh bien, regardez les chiffres, les Afro-Américains représentaient 70% des passagers. Donc le boycott, ce n'est pas seulement un geste moral, c'est une arme économique, une arme de coercition massive. En refusant de prendre le bus, la communauté a tapé le système là où ça fait mal, au portefeuille. Et ça a marché. Le boycott a tenu pendant 381 jours. 381 jours, c'est juste incroyable, ça montre une détermination folle de toute une communauté. Et au final, la victoire est totale. La Cour suprême déclare la ségrégation dans les bus inacceptable. C'est la preuve parfaite, un acte de désobéissance individuelle qui mène à une action collective qui, à la fin, change la loi. Bon, ces deux histoires, Gandhi et Rosa Parks, sont emblématiques, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'idée même de désobéissance civile, elle a toute une histoire intellectuelle derrière elle. Et c'est une idée qui n'arrête pas d'évoluer pour s'adapter aux défis de notre époque. Et ce tableau résume bien cette évolution. Tout part de Thoreau, qui voit ça comme un acte moral individuel pour rester en paix avec sa conscience. Puis arrive Gandhi, qui en fait une stratégie collective presque spirituelle. Martin Luther King, lui, la transforme en un outil politique et stratégique pour changer les lois. Et plus tard, des philosophes comme John Rawls vont même l'intégrer à la théorie de la démocratie comme une sorte de soupape de sécurité pour corriger les injustices. On voit bien comment l'idée au fil du temps a été en quelque sorte apprivoisée. Et aujourd'hui alors? Eh bien cette vieille idée est peut-être plus pertinente que jamais. Pensez aux activistes pour le climat qui bloquent des autoroutes. Ils justifient ces actes illégaux parce qu'ils appellent un état de nécessité face à l'urgence climatique. Et puis il y a l'ère du numérique. Des gens comme Edward Snowden, des groupes comme Anonymous. Ils réinventent complètement la désobéissance avec le activisme, les fuites d'infos, ce qui pose de toutes nouvelles questions. Est-ce qu'un acte doit être public? Peut-on être anonyme? Tout ça nous amène à une question finale, et elle est vertigineuse. La désobéissance civile, au fond, nous met face à un paradoxe. Un acte illégal peut-il être non seulement juste, mais parfois nécessaire pour protéger la démocratie? Face aux grandes crises de notre temps, est-ce que désobéir à la loi devient une nouvelle forme de devoir citoyen? La question, évidemment, reste ouverte.